Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Nous sommes le 18 juin, une date phare dans l'histoire de la radio et l'histoire de la France. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Nous sommes en guerre. Eh oui, il n'est pas mauvais de rappeler, nous sommes le 18 juin 2025 et un certain 10 juin 1940, un certain général prononçait l'appel que vous connaissez, que tout le monde connaît effectivement. Il est bien de rappeler que de temps en temps, il ne messied pas de sortir de sa zone de confort et de ne pas penser, parce que je dirais simplement une chose, s'il y avait IFOP, Sofras et autres sondages, à votre avis, en 40-41, De Gaulle faisait quoi? 0,5% des suffrages et Pétain faisait 98,9%. Faut quand même le rappeler un peu. Mais au-delà de ça, eh bien, on va parler, justement, des zones à faible émission. Et oui, on s'attendait tous que ce projet de loi, puisqu'on avait introduit cet amendement, serait rejeté par une majorité, en tout cas de circonstances, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Eh bien non. Ça, et les zones à faible émission ont été rejetées. En tout cas, les détenteurs de voitures thermiques, les gueux, comme les appelaient certains, pourront à nouveau, attendez, c'est pas fini, il y a une course d'obstacles, rentrer. On va en parler avec le sénateur Vincent Louault et on va en parler avec Pierre Chasseret. Qu'est-ce que ça signifie? À la fois, sur le côté des millions de Français qui ont des voitures thermiques et à qui il était interdit de rentrer dans certaines zones, et politiquement. Qu'est-ce que ça signifie politiquement? On va en parler avec eux, et techniquement, voilà, avec Vincent Louault et Pierre Chasseret, le délégué général, le porte-parole de 30 millions d'automobilistes. Et puis un maire, justement, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, inaugure, c'est le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, qui inaugure une place Boualem-Sansal. Oui, pour rappeler, parce qu'on en parle pas beaucoup, Boualem-Sansal. Ça fait 6 mois, 8 mois qu'il est en prison en Algérie. Il a 80 ans, je rappelle qu'il a un cancer et que, voilà, oui, il a eu beaucoup de gens qui qui ont protesté, etc. Mais pour le moment, sourde oreille totale. Donc, il n'est pas mauvais de rappeler qui est Boualem-Sansal et qu'il est encore vivant. N'en déplaise à certains. Et puis, on va parler effectivement de l'émission de France 2 hier soir sur la France qui serait raciste systémique. Et oui, il paraît qu'on est tous racistes systémiques. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette émission. Et on va parler de cela. Et puis, en seconde partie, nous allons recevoir Claude Janvier qui parle de l'abandon français. L'abandon. Et oui, un certain 18 juin 40, la France était vraiment abandonnée, sauf par quelques-uns. À tout de suite. Les zones à faible émission, 43 métropoles concernées, Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier et toutes les autres. Il faut améliorer la qualité de l'air, comme on sait, en interdisant certaines zones aux véhicules jugés trop polluants. Polluant, le mot est lâché, bien sûr. Pollution, que de crimes, que d'arnaques, que de peut-être mauvais actes on commet en ton nom. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Joe Dassin, oui, la complainte de l'heure de pointe, évidemment, mais le problème aujourd'hui n'est plus l'heure de pointe, et de savoir qui pollue et qui ne pollue pas. Or, il y a en France des millions de gueux qui ont encore des voitures thermiques, c'est incroyable. Oui, vous savez, ils ne peuvent pas tous se payer des voitures électriques, oui, mais c'est pas important, on s'en fout, c'est pénalisant, voilà, il n'y a pas de problème. Les zones à faible émission, eh bien, il s'est passé... Et bonjour sénateur Vincent Louault. Bonjour André Berkov. Vous êtes sénateur Horizon, vous êtes avec nous. Et bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, délégué général et porte-parole de 30 millions d'automobilistes. Alors Vincent Louault. 40. Oui.
40, d'accord. Ah ben dis donc, vous les accouchez en ce moment, Pierre, c'est bien. Vincent Loup, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je voudrais qu'on rappelle à nos auditeurs, parce que hier matin on disait encore, non, la loi va être entièrement retoquée, et comme ça, il n'y aura pas il n'y aura pas de problème avec les ZFE vont continuer à exister. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, André. Pour la simple et bonne raison que les parlementaires travaillaient sur un texte qui s'appelle la simplification de la vie économique. Et que c'est pas un projet de loi sur ZFE. Et que quand vous pouvez... oui, ça n'avait rien à voir avec les ZFE, normalement. Ça rien à voir. Il y a eu un lien. Oui. C'est le transport dans ce projet de loi simplification. Mais quand le Premier ministre Gabriel Attal, avec ses ministres Kasbarian et tous les ministres qui ont suivi, ont continué à travailler ce projet de loi, et avec Laurent Marcangeli qui a énormément travaillé ce projet de loi, on a essayé d'avancer pour simplifier la vie économique et la vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on a cette petite agglomération sur la problématique ZFE, qui est une vraie problématique où les sondages nous disent que 80 ou 90% de nos habitants sont contre ZFE, quel que soit le parti politique. C'est quand même quelque chose de massif. Les députés, certains députés, ont décidé de parler de ce sujet-là dans ce projet de loi, et ils ont trouvé une fenêtre législative, comme on appelle, pour rattacher ce sujet-là. Alors c'est une fenêtre législative. Je vous rappelle que dans le fonctionnement de notre Parlement, de nos parlements, on a un cadre de la loi, et dès qu'on dépasse du cadre, on est article 45, c'est-à-dire c'est un cavalier législatif, et certains aujourd'hui comptent sur le restant du travail. Alors je vous rappelle, on a quand même la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui vont se réunir pour finaliser la loi. Il va y avoir déjà une discussion sur certains sujets des irritants comme ZFE pendant cette commission mixte paritaire, puis après vote de principe au Sénat. Ça se passe assez vite, ça, commission paritaire, tout ça. Il n'y a pas de limite de durée, il faut, soit on décide qu'elle est conclusive, soit elle est non conclusive. Si elle est conclusive, elle continue son chemin, c'est-à-dire vote au Sénat, vote à l'Assemblée nationale. Oui. Et à la fin, elle est promulguée et elle passe sous les fourches du contrôle du Conseil constitutionnel. Et c'est là où on est souvent censuré. Je vous rappelle, le projet de loi immigration, 42 articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel. 42 articles, c'est pas rien. C'est pas rien, 39 ou 42, qui ont mis en difficulté l'application par Gérald Darmanin, parce que quand vous dévitalisez et que vous sortez tout d'une loi, à la fin, vous n'avez plus de cartouche pour appliquer la volonté du législateur. Alors, on peut le regretter, ce fonctionnement, mais c'est un fonctionnement qui s'est institué au fil des années. Pourquoi ? Parce que le législateur avait de sérieuses tendances à ouvrir le périmètre. On parlait d'un sujet et tout le monde voulait tirer. On mettait des tas de choses dedans. On mettait des tas de choses dedans, donc on a resserré pour une question de principe de lisibilité du débat parlementaire, de temps aussi, parce qu'autrement on se retrouve avec des milliers d'amendements. Donc là, on va avoir le Conseil constitutionnel qui va nous dire que c'est un beau cavalier, parce que certains s'en vantent. Moi, j'en suis pas du tout fier, parce que cette attente sociétale, vous savez, c'est la différence entre la réalité des choses et le ressenti de nos populations. Aujourd'hui, nos populations ressentent autre chose que de la technocratie et des choses très parisiennes qui sont assises en plus sur des grands mensonges. C'est-à-dire qu'on nous fait culpabiliser. On sait très bien que les pollutions aux particules, c'est le chauffage à 50%, dont 75%, les 3/4, c'est le chauffage au bois. Alors vous imaginez, le gouvernement, il a préféré taper sur l'automobiliste qui représentait 8 à 10% de la pollution que de se taper un arbre, parce que les arbres, c'est cool. Sans se taper les bêtes ou sans se taper les méthaniers, etc. Et maintenant, ils se prennent la bûche. Ils n'ont pas choisi entre l'automobiliste et la bûche. La bûche, elle vote pas. Mais par contre, les automobilistes, ils votent. Et ils ont tous dit qu'ils étaient contre. Donc, à un moment, c'est un retour à du pragmatisme et un retour à bonne fortune sur une chose. On peut avoir des ambitions, on peut avoir beaucoup de volonté pour changer les choses, vivre dans un monde meilleur où on aura une meilleure ère. Mais on ne croit pas des vendeurs de peur. J'étais très désolé d'entendre certains ministres mentir, carrément. Mentir. Et les cancérologues, le docteur Barrière, nous a expliqué, en fait, que les chiffres étaient quand même plus que douteux sur 40 000 morts. Même certains ont dit que c'est totalement imaginaire de ce chiffre. Si vous voulez, il faut qu'on sorte de cette surémotion et de cette caricature, parce qu'on est en train de perdre nos Français et on est en train de tous passer pour des gentils crétins, les parlementaires. Et à
la fin, on pousse les gens vers du populisme. Alors, justement, mais le populisme, c'est la réponse quand on va vers n'importe quoi. Justement, Pierre Chasseret, moi, je voudrais qu'on parle techniquement. Techniquement, est-ce que vraiment ces millions d'automobilistes à qui on interdisait un certain nombre de, je rappelle, 43 métropoles françaises, vous n'entrez pas là-bas parce que vous allez polluer. Il y a une chose quand même qu'on peut rappeler. La France est maillot jaune du point de vue pollution, c'est 0,9 de CO2 par rapport, je ne ferai pas un truc mondial, mais enfin, la Chine, l'Inde, la Russie et compagnie, ils en sont à 70% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui sommes à chaque fois traités comme des espèces mais vraiment, je ne sais pas moi, de belets, de galeux, d'où vient tout le mal. Alors, la voiture là-dedans, quel rôle elle joue? Pourquoi c'est devenu un variable d'ajustement, Pierre Chasseret? Ok. Alors, il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est politique. C'est que notre président de la République a décidé d'enfourcher le dernier cheval sur lequel il pensait pouvoir avoir un demi-résultat, c'est-à-dire l'écologie. Ouais. Donc ça, c'est une raison purement politique. C'est le combat du président de la République. Maintenant, on a bien vu ce que ça a donné à l'Assemblée nationale. Plus personne ne le suit. Sa voix est devenue totalement inaudible. Ça, c'est l'enseignement de ce vote en faveur de la suppression des ZFE, parce qu'il a tout fait pour faire en sorte que ses propres députés sabordent le propre texte gouvernemental. Bon, quand même, c'était un texte de Gabriel Attal. Et au final, personne ne l'a écouté. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Ça, c'est politique, c'est intéressant, oui, en tout cas. Le deuxième volet, là, c'est terrible. Parce que c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'on présente, et tous les journalistes, quasiment à 90%, ont présenté ce projet ZFE comme l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants. C'est faux. Il s'agissait de l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus anciens, ce qui n'a techniquement rien à voir. En fait, je me suis retrouvé avec certains parlementaires face à moi à qui j'ai dû expliquer qu'un véhicule électrique récent émettait davantage de particules fines qu'une vieille voiture. Parce qu'en fait, il était plus lourd et que au freinage, maintenant les émissions de particules se font quasi uniquement à l'abrasion des pneumatiques sur la route et au freinage. C'est-à-dire qu'en fait, le critère qu'il faut retenir aussi, c'est le poids. Donc on se retrouvait avec Monsieur Dupont qui voulait aller emmener ses gamins à l'école dans sa Renault Clio et qui pouvait plus, au prétexte de l'écologie, ce qui n'avait plus aucun sens en termes d'émissions réelles. Et là où il y a un problème, pardonne-moi, mais là c'est quelque chose qui me fait bondir. La plupart des zones qui ont mis en place les ZFE avaient mis en place des dérogations pour les week-ends. Oui. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, mais vous pourrez rouler ce week-end avec votre voiture, mais pas en semaine. Donc en fait, c'était une mesure contre qui? C'était une mesure contre la France qui bosse. Du lundi au vendredi. Et c'était une mesure, en fait, qui incitait les Français à rester dans le canapé avec une zapette dans la main gauche et un paquet de curly dans la main droite. C'était vraiment l'inverse de l'incitation à retourner au boulot. Donc je suis ravi que les parlementaires de tous bords confondus, quasiment, pour certains, même y compris chez les macronistes, aient pris conscience de la débilité profonde, au sens de la faiblesse, de ce texte qui sur les zones à faible émission. Merci au Sénat qui, avant les autres, avec un sénateur qui avait rendu un rapport que j'ai jugé parfait, puisque j'avais bossé avec lui, c'était Philippe Tabarot, qui est devenu ministre des Transports. Merci au Sénat d'avoir compris avant les autres que les ZFE étaient inapplicables en France. Et maintenant, j'entends les propos de monsieur le sénateur. Mais franchement, là, il y a les Français qui se sont exprimés. 90% de Français disent non, on n'en veut pas des ZFE. Vous croyez sincèrement, monsieur le sénateur, que dans ce contexte actuel, dans un contexte où, vous le savez, comme moi, j'avais pris ces mots, monsieur le sénateur, ce sont des zones à forte exclusion, c'est une bombe à retardement social. Ça, c'était les mots de l'association 40 millions d'automobilistes. Est-ce que vous croyez, monsieur le sénateur, qu'il soit possible, même au sein du Conseil constitutionnel, de réanimer, de remettre en vie ces ZFE que tout le monde veut transformer en zone finie et enterrée? Alors Pierre, on va en parler tout de suite. Effectivement, restez avec nous, Pierre Chasseret, et avec nous Vincent Louot. Après cette petite pause, vous allez répondre, Vincent Louot, parce que effectivement, on voit très bien qu'il y a une majorité de Français, ça c'est patent, qui disent que cette espèce d'animal étrange, je ne sais pas, le monstre du Loch Ness des ZFE, tout le monde n'en veut plus. En tout cas, beaucoup de gens n'en veulent
veulent plus, et on voit très bien, vous avez parlé vous-même des politiques qui mentent et qui savent très bien ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore avoir un tour de passe-passe, on peut le dire, pour revenir là-dessus? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, les zones à faible émission ou à forte exclusion, quand on parle Pierre Chasseret, est-ce qu'elles vont être vraiment supprimées? Attention, ce n'est pas fait, les jeux ne sont pas faits du tout. Vincent Loup, qu'est-ce que vous répondez à Pierre Chasseret quand il dit, écoutez, on sait très bien que les gens n'en peuvent plus avec ça, est-ce que il dit c'est pas possible qu'on envisage de continuer comme ça, sauf que la Constitution et le Conseil constitutionnel peuvent en dire autrement. Alors, quand je viens vous voir la première fois, c'était le 19 mars. Je venais de déposer un projet de loi de modification des ZFE où je disais c'est aux maires de choisir, ils porteront la responsabilité. Je dévitalisais lourdement les choses. Le gouvernement, on n'a rien eu à faire. Nous, on a tiré les sonnettes d'alarme avec beaucoup d'élus, autant des députés, des sénateurs, pour dire attention, ZFE, il faut rectifier la trajectoire. C'est en train de bouillir, c'est en train de bouillonner, la salle est en train de s'échauffer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la grande muette et le gouvernement qui dit circuler, il n'y a rien à voir. On continue la trajectoire d'Agnès Pannier-Runacher. On continue la trajectoire de tous ceux qui veulent rien changer et qui veulent jamais faire marche arrière. Résultat des courses, on est face à un texte de projet de loi de simplification attendu par des chefs d'entreprise qui va passer en CMP où on va avoir un atterrissage même si on garde ZFE et qui va arriver dans le Conseil constitutionnel où le Conseil constitutionnel va avoir à réfléchir, se dire est-ce que j'applique les règles que les parlementaires m'ont demandé de faire pour avoir moins de débats qui durent dans nos textes de loi, ou est-ce que je laisse passer ZFE parce que 80% de la population ou 90% est contre? Mais vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est des juristes. Ils font respecter le droit. C'est des juristes, mais il y a beaucoup d'anciens présidents de la République, beaucoup de politiques, vous le savez. Mais ils ont une administration avec, qui leur donne des conseils, qui leur donne des éléments factuels. Il y a une jurisprudence au Conseil constitutionnel. Vous ne réveillez pas un matin, quand vous êtes membre du Conseil constitutionnel, je connais pas assez l'institution, mais vous vous réveillez un matin en disant, on va laisser passer un gros truc dans un projet de loi. Ça marche pas comme ça. Autrement, ça serait une atteinte aux parlementaires de dire le Conseil constitutionnel fait de la politique. Le Conseil constitutionnel fait du droit et fait respecter le droit. Donc si le droit appliqué par le Conseil constitutionnel ne nous plaît pas, parce qu'on considère qu'il fait un peu trop de politique, il faut changer les règles. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas s'étonner sur ce qui va arriver. Alors, juste un mot, précisons. Si le Conseil constitutionnel dit non, ça ne va pas, ce n'est pas conforme aux règles du droit ou de la Constitution, etc., enfin, à leurs règles, ils peuvent, eux, c'est définitif. C'est-à-dire que même si l'Assemblée nationale et le Sénat revotent après la commission paritaire, c'est fini. C'est fini. Les ZFE, c'est fini. Sont rétablis et on ne peut plus toucher. Les ZFE sont pas rétablis parce qu'elles sont pas encore supprimées vu que la loi n'a pas été jusqu'au bout, mais les ZFE restent ZFE. Et le projet de loi de simplification est promulgué et complètement effectif, sauf les éléments qui sont censurés. S'il y a un seul élément de censuré ZFE, écoutez, ça fait, on aura tout sauf ZFE. Après, moi, je dis, là, on commence à toucher du doigt quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion avec nos populations. C'est le même problème sur l'énergie, en fait. La trajectoire est jamais rectifiée. Nous, on porte les alertes avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de députés et de sénateurs sur la PPE, sur le fait de mettre des éoliennes et du photovoltaïque partout. On demande d'y aller mollo. Personne ne veut écouter. On continue à fond, plein phare. Oui, alors, attendez, vous avez raison. Le problème, c'est que, je croyais jusqu'à présent, mais dans ma naïveté première, que les députés et les sénateurs n'étaient pas seulement des lanceurs d'alerte, mais des législateurs. C'est vous qui faites la loi, normalement. Quand on veut faire une loi de programmation sur l'énergie, par exemple, c'était hier. Avant-hier, la loi Grémillet, de mon collègue Grémillet, qui n'était pas parfaite, il en fait pas une question d'honneur. Elle arrive chez les députés, elle est dévitalisée, et les députés font n'importe quoi avec cette loi. À cause de quoi? À cause du gouvernement qui joue un double jeu.
Parce qu'il se dit, en fait, la loi Grémillet, on n'a pas envie de la voter. Donc, il met de l'huile sur le feu. Il y avait beaucoup d'absents. Donc, on laisse les extrêmes se mettre d'accord sur le fait qu'on va rendre EDF. On va rendre... Le gouvernement pilote, on va bien. Pierre Chasseret, justement, quand vous entendez Vincent Louault, le sénateur Vincent Louault, disent, mais oui, le Conseil constitutionnel peut parfaitement, enfin, on espère que pas, mais peut parfaitement dire, oh, oui, écoutez, le projet de loi, beaucoup de choses ça va, mais les ZFE, non, absolument pas. Elles ont absolument pas. Il faut qu'elle reste, et puis voilà. Quelle est votre réaction? Oui. Je suis pas d'accord parce que, en fait, je trouve que je vois pas pourquoi cette partie du texte serait un cavalier législatif, parce qu'on est vraiment dans la simplification de la vie des Français. La simplification de la vie des Français, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et touche quand même justement à cette France qui se lève, qui travaille. On l'empêche de travailler avec les ZFE. Donc pour moi, je vois pas en quoi le Conseil constitutionnel pourrait rejeter ce texte. Et au contraire, je me dis que si le Conseil constitutionnel rejette le texte pour entre guillemets réinstaurer les ZFE qui sont en train de mourir, là, ce serait de la politique. Eh ben, là, ce serait grave. Attendez, Pierre Chasseret, vous savez très bien, oui, mais vous savez très bien, on va pas se raconter des histoires, que le Conseil constitutionnel fait de la politique, franchement. Non, le Conseil constitutionnel fait respecter des lois sur un périmètre de la loi qui est défini à la première lecture. Les ZFE n'étaient pas à la première lecture. Moi, je suis désolé. Moi, vous savez, je suis en colère après le Conseil constitutionnel à chaque fois qu'on se fait censurer un amendement pendant notre travail parlementaire. Je suis le premier à être embêté par ce système où on nous dit c'est un cavalier législatif quand vous déposez un amendement, et j'ai beaucoup de frustration. Et tous mes collègues ont des frustrations de parlementaires parce qu'on leur dit en permanence article 40, article 45, soit c'est une dépense nouvelle, soit c'est un cavalier législatif. Donc attendez, vous pouvez pas nous faire passer pour des gens qui veulent pas faire la simplification et qui veulent pas respecter le but suprême. Par contre, je suis désolé, on peut pas non plus faire du Conseil constitutionnel bashing qui ne fait qu'appliquer des règles que nous-mêmes avons mis en place au fil des années. Oui, Pierre Chasseret. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. En aucun cas, j'ai rejeté la faute sur les sénateurs et les parlementaires. À aucun moment. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Conseil constitutionnel, en voulant réinstaurer une ZFE, un principe de ZFE qui est en train de mourir, appuierait sur le bouton d'une bombe, une véritable bombe. Ah mais ça, je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Attendez. Oui, allez-y, Pierre Chasseret. Ensuite, sur un point, j'ai vu votre proposition de loi passer à l'époque. Je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai compris que vous essayez par tous les moyens à l'époque de tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet ZFE qui était une poudrière sociale. Ça, je l'ai bien entendu. Et c'est tout à votre honneur. En revanche, imaginez, là, vous voulez laisser le libre choix aux élus. Imaginez les gens qui habitent Paris, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Nantes. Toutes ces villes qui sont gangrénées par une vision écolo poussée à l'extrême, eh bien pour eux tout ça, ça aurait été du pain béni pour les instaurer. Donc il faut le faire pour tous les Français. On ne peut pas laisser des Français sur le bord de la route. La seule chose qu'on peut faire et qui me paraît très pertinente, si le Conseil constitutionnel décidait de revitaliser ce projet de ZFE complètement nul et complètement stérile, la seule chose qui se passerait, et on l'a bien vu, ce projet de loi de simplification est devenu un projet pro ou anti-ZFE. Et c'est les anti-ZFE qui ont gagné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait reculé pour mieux sauter. Il y aurait forcément une proposition de loi qui serait déposée dans les semaines à venir, qui serait étudiée pendant un moment oui, on retarderait l'échéance. Et puis qu'est-ce qui se passerait? Eh bien les ZFE seront, quoi qu'il arrive, supprimés. Elles sont mortes, ces ZFE. Ce sont des zones finies et enterrées. C'est le nouveau slogan des ZFE. Alors, on proclame la marche funèbre des ZFE? Non mais moi, vous savez, moi je suis pragmatique. J'y retrouvais pas du tout mon compte là-dedans. Donc je suis légitimiste. Que un maire estime dans une ville où il y a une problématique, une rue de pollution, trop de trafic, qu'on puisse utiliser ZFE, ça me paraissait normal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est parti dans un délire émotionnel tel qu'aujourd'hui, vous savez, on est typiquement dans la phrase de Sarkozy. C'est la différence entre le ressenti des populations et les réalités. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Donc
La bombinette a fait boum et nous a pété au visage, donc c'est fini. J'ai envie de dire, c'est fini. Donc on peut regretter, on peut dire on s'est mal, mais la rhétorique des énarques et de certains idéologues de nous réexpliquer à l'infini comme si on était des couillons et qu'on comprenait pas, non, on a bien compris que ZFE, et c'était pas le bon outil, qu'il valait mieux utiliser la prévention et faire changer les poêles à bois dans Paris et avoir d'autres ambitions. Ce qu'il faut, c'est franchement, il faut qu'on arrive, nous, les politiques et les parlementaires, à avoir un discours qui tranche, un discours qui ne suit pas béatement des marchands de peur. Je suis agriculteur, vous savez, je subis en permanence les attaques. On a le sujet de l'énergie où on nous raconte un tas de bêtises en permanence ou sur l'énergie. Mon fameux rapport, vous savez que mon fameux rapport est toujours un peu bloqué. Je peux encore pas le publier. Donc sur les énergies décarbonées. Donc à un moment, est-ce que le gouvernement et tous ces sachants, énarques et hauts fonctionnaires retrouvent la bienséance de respecter les parlementaires? Il va être temps que tout le monde fasse un retour à bonne fortune d'un vrai travail parlementaire qui se respecte, avec un gouvernement qui fait autre chose que couper des rubans et distribuer de l'argent qu'on n'a plus. Donc maintenant, tout le monde se remet au boulot, on refait de la simplification et on se remet au travail au service de nos concitoyens. Eh bien, écoutez, que le ciel vous entende, en tout cas que le ciel de l'Élysée ou de Matignon vous entende. Pierre Chasseret, c'est vrai, c'est le retour quand même, enfin espérons, mais vraiment espérons, tout en étant très lucide, le retour au bon sens. Ça. Ouais, j'espère véritablement, parce que là, je pense que si on avait un retour des ZFE, qui pour les Français qui suivent les médias pensent qu'elles sont enterrées, je pense que vraiment c'est pire que tout. Ce sera même pas Gilets jaunes puissance 10, ce sera pire que ça. Ouais. Il faut franchement que chacun comprenne que les ZFE n'ont qu'un seul avenir, celui de mourir. À suivre messieurs. Merci Vincent Louhault. Merci à vous. Merci Pierre Chasseret. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Liberté, chérie, les Stentors, puis le chant des partisans. Nous sommes le 18 juin, je rappelle, 2025, et oui, on ne va pas évoquer ce qui s'est passé il y a 85 ans. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Eh bien, il y a eu quelque chose, et on tenait à le saluer, c'est qu'un maire a inauguré lundi dernier, lundi matin, là, et donc il y a 2 jours, une place Boualem-Sansal. C'est la ville de Cholet, et c'est Gilles Bourdoulex, maire de Cholet. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, André Berkoff. Alors écoutez, nous quand on a appris la nouvelle, et on était évidemment, c'est très bien quelle c'est la moindre des choses et les partis pris. Qu'est-ce qui vous a amené à dire qu'il fallait une place Boualem-Sansal justement à Cholet? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Ce qui m'a amené à prendre cette décision, c'est que je suis attentif à ce qui arrive à Boualem-Sansal depuis plusieurs mois. Bien évidemment, ça a justement fait 7 mois exactement lundi, comme nous inaugurions la place, qu'il est emprisonné. Ouais. C'est un écrivain de talent dont j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages, et c'est surtout un combattant de la liberté qu'il souhaite pour son pays d'origine, Algérie, la liberté d'expression qu'il voudrait pouvoir vivre, y compris en Algérie. Et ce sont des combats auxquels nous sommes sensibles ici à Cholet. Vous savez, nous sommes voisins du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a défendu et défend avec force Boualem-Sansal, pratiquement un des rares au gouvernement malheureusement. Donc nous sommes solidaires du soutien qu'on peut apporter à notre compatriote qui est aujourd'hui emprisonné dans des conditions terribles, d'autant qu'il souffre de problèmes de santé assez graves. Tout à fait. Et puis il n'est plus à l'hôpital, il est dans sa cellule de 9 mètres carrés, comme on sait. Je rappelle simplement lit, toilette turque séparée du lavabo par un muret, un téléviseur, une porte blindée avec une lucarne, un vasistas, un minuscule bout de ciel et une ampoule allumée 24 heures sur 24. Telles sont les conditions de détention de Boualem-Sansal. Je rappelle aussi qu'un autre maire, le maire de Cannes, David Lisnard, avait lancé avec le comité de soutien à l'écrivain franco-algérien une opération dite « Je lis Boualem-Sansal ». Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que vous espérez vous-même, Gilles Bourdoulex, que d'autres maires
aussi, à votre exemple, peut-être inaugure soit des rues, soit des places. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire un martyr, on espère qu'il vivra encore très longtemps, mais que justement rappeler aux gens, parce que les choses, vous savez, un événement chasse l'autre, vous le savez aussi bien que moi, et rappeler le lutte contre l'oubli, parce que c'est ça le problème. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de rappeler ce qui se passe pour Boualem Sansal, qui d'ailleurs, au-delà de l'homme emprisonné aujourd'hui, je le répète, est un grand écrivain qui a été primé de multiples fois. Donc, il n'y a rien de choquant à ce qu'un lieu dans une ville porte son nom. Il n'a jamais été qu'il fallait attendre que les gens soient morts pour donner leur nom quelque part. Donc, je pense que c'est une initiative qui pourrait être reprise par beaucoup d'élus pour marquer le soutien de la population française, de la nation française. Nous sommes dans une ville comme la nôtre, une petite partie de la nation française. Et je crois que cette petite partie, quand elle s'exprime en donnant le nom d'un lieu à un homme comme Boualem Sansal, exprime aussi le soutien de la nation française, quand face à ce soutien, on a quand même un silence assourdissant des pouvoirs publics, et notamment au plan présidentiel et gouvernemental. Alors, à l'exception, je le redis, de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Mais autrement, il y a quand même... Vous avez raison de parler d'un silence assourdissant, monsieur le maire. Je vous dis une information que nous avait donnée Jean-Marie Roire de l'Académie française, qui était venu à cette émission chez nous à Berkov dans tous ses états. Et il avait lancé l'idée, je lui avais dit, que je l'avais suggéré d'ailleurs, mais je crois qu'il l'avait eu avant moi, c'est de dire pourquoi les académiciens, les immortels entre guillemets, n'élisent pas Boualem Sansal, comme vous dites, grand écrivain à l'Académie française, qui donnerait quand même, je ne dis pas une immunité, c'est pas une immunité parlementaire, mais quand même, eh ben, il m'a dit ce que vous venez de me dire, beaucoup de silence assourdissant de la part aussi des collègues académiciens, il y en a eu quelques-uns. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez rencontré chez vous, alors à Cholet, de l'opposition, soit de vos habitants, soit enfin de certains, soit du conseil municipal, etc. Est-ce que ça a passé bien, ou est-ce qu'il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas d'accord? Alors, ça a été voté à l'unanimité, je le précise, mais on a eu une proposition assez étonnante d'un opposant de gauche, proche de LFI, pour préciser, qui a proposé parallèlement qu'on donne une rue au nom de Georges Ibrahim Abdallah. Alors les plus jeunes peut-être ne se souviennent pas. Il s'agit quand même d'un franco-libanais pro-palestinien, emprisonné à vie depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est vrai, ça fait longtemps, pour avoir assassiné 5 personnes. C'est à quoi il a été condamné. Après, je ne vais pas aller juger si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, il a été condamné pour ça, donc ça doit être vrai. Divers attentats, c'est quand même assez étonnant. Je veux que je lui posais la question de ce qui lui passait par la tête. De la même façon, il y a un membre, alors là c'est plus curieux, un membre qui était candidat sous l'étiquette LR à des législatives, qui a dit que c'était assez inutile et qu'il fallait plutôt faire une rue à Alexei Navalny, dissident de Poutine. Alors moi je soutiens évidemment les dissidences de Poutine, c'est pas le problème, mais ne mélangeons pas les questions. Nous sommes pour soutenir, apporter notre solidarité, notre appui à Boualem Sansal, encore une fois un compatriote franco-algérien, grand écrivain, et qui est emprisonné par un pouvoir dictatorial, on le sait, et qui plus est méprise totalement la France. Et cela depuis des décennies, parce qu'aussi la France est dans la repentance permanente, comme si elle était motive de ce que l'Algérie il y a quelques décennies. Soyons sérieux. Vous direz que quand un candidat à la présidentielle, le président nous dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, on peut s'attendre au pire. L'exemple d'en haut est arrivé. Ce qui est intéressant de renvoyer dos à dos un Boualem Sansal et un Georges Ibrahim Abdallah, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. Manquerait plus qu'une rue Rima Hassan ou enfin autre, enfin bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est vrai, c'est que cette espèce de en fonction, ça n'a rien à voir. Quelqu'un est emprisonné, un écrivain est emprisonné, un écrivain franco-algérien emprisonné, et vous avez réagi, enfin, en tout cas, nous le pensons comme il fallait. Merci à vous, et on va suivre tout ça. À bientôt. Ici, Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je rappellerai juste pour Boualem Sansal, dont je rappelle qu'une place a été inaugurée à Cholet, dans la ville de Cholet, ce que disait Sandrine Rousseau. Il faut toujours citer Sandrine Rousseau, en tout cas pour nous c'est presque un dogme.
Il est scandaleux qu'ils soient emprisonnés, reconnaît Sandrine Rousseau. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, ajoute Sandrine Rousseau, je voudrais aussi poser que les propositions et les propos et positions tenues par Boualem Sansal sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme. Elle dit pas blanc, là, évidemment c'est un peu embêtant, et qu'à un moment il faudrait poser les deux. Rappelons quand même que c'est pas un ange, hein, Boualem Sansal. Voilà, nos comments là-dessus, c'était Sandrine Rousseau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter... Et l'immense Claude Nougaro. Alors, Maud Koffler, hier soir, vous étiez devant votre poste de télévision et vous avez regardé l'émission de France 2 pendant 1h30. Alors, l'émission était intitulée, déjà c'est intéressant, « Sommes-nous tous racistes ?» Vraie question métaphysique. Alors, dites-moi, moi je ne l'ai pas vu, j'ai vu des extraits. Alors, c'était quoi cette émission? Alors déjà, est-ce que vous êtes déjà vous-même posé la question, André Berkoff, êtes-vous raciste? Écoutez, moi j'ai l'impression que j'ai jamais été raciste, mais peut-être que d'autres le pensent, mais moi en tout vraiment... Cas, France 2 s'est posé la question pour vous, et spoiler, vous l'êtes en fait, André. Pendant 1h30, l'émission intitulée « Sommes-nous tous racistes ?» visait à comprendre les mécanismes inconscients à l'origine de stéréotypes et de préjugés conduisant à des comportements discriminants. Ah déjà, j'adore le jargon, c'est très très c'est bien. Long, hein. C'est le communiqué de la chaîne. Alors pour répondre à cette question, sommes-nous tous racistes, 50 volontaires ont participé à différentes expériences sans connaître le but réel de l'émission. Je vous en cite juste deux, parce qu'il y en a eu de nombreux. Dans l'un d'entre eux, les participants vont simplement devoir entrer dans une salle d'attente qui possède 4 places assises. Les 2 chaises du milieu sont occupées par un homme blanc et un homme noir, habillés de la même manière. Donc vous l'avez compris, cette mise en scène doit permettre de déterminer de quel côté vont s'asseoir et pourquoi ils ont fait ce choix. Oui, oui. Petit détail, la chaise vide qui se trouve devant la porte, la plus accessible donc, correspond à la place du raciste puisqu'elle est installée à côté de l'homme blanc. Et lorsque les participants entrent, c'est aussi cette chaise qu'on leur montre du doigt pour s'asseoir. Donc l'expérience est déjà un peu bancale. Oui, légèrement. Oui. Deuxième exemple, un vol de vélo à Paris. En fait, le premier comédien blanc scie le cadenas du vélo. Les passants regardent, s'interrogent une demi-seconde, mais passent leur chemin. Ensuite, c'est un comédien maghrébin de scier le cadenas. Et là, les passants s'arrêtent, l'interrogent, puis appellent carrément la police. Alors je ne nie pas qu'il puisse y avoir du racisme dans cette intervention, on n'est pas dans la tête des gens, à part France 2 apparemment, mais ce que l'émission ne prend pas en compte, ce sont maintenant les vrais chiffres du ministère de l'Intérieur, puisqu'en 2022, les 70% des vols commis en Ile-de-France l'étaient par des étrangers. Alors je vous laisse libre d'en tirer la conclusion que vous voulez, mais je suis pas sûre que les équipes de l'émission aient intégré cette information dans leur logiciel, donc si on peut les aider entre confrères, hein, André. Pour terminer, même s'il y aurait 1000 choses à dire sur cette émission, France 2 a fait intervenir Maboula Soumaoro, une militante antiraciste qui a participé au camp décolonial interdit aux Blancs en 2017. Est-ce que vous vous en souvenez, André? Oui, tout à fait. Et elle y disait... était effectivement, et s'était mis interdit aux Blancs. Exactement, oui. Et elle y disait ceci. Mais cette incapacité pour lui de comprendre qu'à un moment, cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner mais au sens littéral, ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair, et là je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair, c'est pas lui l'antiraciste, il ne peut pas être l'antiraciste, et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe, il ne peut pas, c'est pas possible, et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Voilà, donc sommes-nous tous racistes? Non, et heureusement. Sommes-nous tous des imbéciles? Ça mériterait largement une seconde émission. Et je voudrais juste conclure en disant que le sujet du racisme est bien trop important pour être traité avec ce genre de mise en scène. Je lisais ce matin un internaute qui disait « Oui, mais l'émission n'en tire aucune conclusion. » Si, parce qu'ils misent tout sur l'inconscient collectif du début à la fin. Et qu'à la fin, précisément, on se demande si le fait de préférer les dragibus roses aux dragibus noirs, c'est du racisme. Donc, enfin voilà, c'est juste pour souligner l'absurde, en tout cas, de cette émission qui ne rend pas vraiment service à la cause. En tout cas, Maud, c'est vrai qu'il y a un véritable problème de jouer sur des choses qui, on le sait, participent de l'émotion beaucoup plus que de la raison. Et dire que la France est raciste systémique, comme disent un certain nombre d'intellectuels ou de faux intellectuels, peu importe. Attendez, il y a des racismes partout, ça suffit. Il y a le racisme anti-noir, le racisme anti-juif, le racisme anti-arabe, le racisme anti-blanc. La dimension raciste doit être combattue partout et pour tout. Il faut arrêter. Mais vous savez, je vais vous dire une chose très simple. Comment on sait, comment on distingue quelqu'un? Moi, si un juif, un noir ou un arabe a fait des saloperies, eh ben, faut qu'il soit juif, arabe ou noir ou chrétien ou français, je dis, mais
Qu'est-ce que c'est que le racisme? De dire, ah oui, ce type a fait une saloperie, ah mais c'est normal, il est juif, il est arabe, il est français, il est chrétien. Ça, c'est le racisme. Quand on généralise, quand on chosifie, et là, c'est pas possible. Et je ne crois pas que l'émission de France 2, d'après ce que vous dites, a vraiment fait avancer le schmilblick. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je voudrais juste vous faire entendre un petit sonore avant de commencer l'émission avec Claude Janvier. Écoutez, le général. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors, vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance. C'était un certain 18 juin 1940, ça fait 85 ans, me rappelez. Eh bien, je crois que personne n'ignore cet appel. D'ailleurs, juste par l'anecdote, ce n'est pas l'appel le 18 juin, ça a été réenregistré le lendemain parce qu'ils avaient oublié de l'enregistrer le 18 juin. C'est passé à Radio Londres, mais voilà. Et pourquoi j'en parle? Parce que on va parler de 2 livres. D'abord, L'abandon français de Jean-Louis Ambert et de Claude Janvier. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Ça y est, vous prenez pour Shakespeare, Claude Janvier, bravo. Il y a quelque chose de Hamlet, ça y est, il est déjà là. Mais livre passionnant parce que, justement, l'abandon français, on voit d'ailleurs l'image du livre, on voit très très bien à quoi ça fait. Justement, l'indépendance. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'indépendance et de quelle indépendance? Et puis, un opuscule qui vient de sortir de vous, Claude Janvier, toujours le nouvel empire européen, ce que l'on vous cache. On va parler de tout cela. Et en fait, cet abandon français, effectivement, 85 ans après un certain appel d'un certain général, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Eh bien, déjà bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et déjà, ce magistral discours, effectivement, du général de Gaulle du 18 juin mérite effectivement d'être souligné. Vous avez bien fait de le passer en préambule, d'ailleurs, de notre entrevue, parce que 85 ans en arrière, c'est aussi le début où Washington prend secrètement contact avec le gouvernement de Vichy pour établir à la fin de la guerre, parce que Washington avait déjà prévu qu'il y aurait une fin de guerre, et voulait... On pouvait espérer, oui, merci. Et oui, mais il voulait aussi, il savait qu'ils allaient et qu'ils voulaient établir un protectorat en France, et même dans les pays européens. Donc, à la fin de la guerre 39-45, les Américains sont donc arrivés avec leurs valises pleines de fausses monnaies. C'était ce fameux franc-dollar, oui, cette fameuse opération Amgot, qui est en fait un acronyme. Et ils sont arrivés avec leurs valises et ils ont dit, écoutez, bonjour, voilà, nous sommes arrivés et nous allons faire de votre pays un protectorat. Ils disaient pas ça comme ça, quand même. Non, ils l'ont pas dit comme ça. Je synthétise. Je sais. Mais Claude, je voudrais juste d'emblée dire quelque chose. Il faut pas oublier aussi qu'il n'est pas mal que les Américains soient arrivés à débarquer en Normandie. Oui, tout à fait. Je veux dire, non, parce que on a tendance, et moi je vous suis, on va en parler longuement, mais on a tendance à dire ceux qui prennent une telle ou thèse disent oui, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. On minimise selon son camp. Là, je crois que c'était important parce que je dis pas les Russes, on sait le rôle qu'ils ont joué est essentiel, mais les Américains aussi. Si les Américains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. Mais absolument. Mais il est vrai que derrière, il y avait toujours cette idée quand même d'établir un protectorat. Ça veut dire quoi pour eux? Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire en fait s'établir en France et commencer à piller un peu les richesses industrielles, commerciales, mais pas que de la France. C'était aussi l'Europe. Alors le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, aidé par quelques commissaires, tout d'un coup a dit aux Américains, non, il est hors de question que vous établissiez un protectorat en France et votre monnaie, non, vous la reprenez. Et le général de Gaulle a enfoncé le clou puisque en 1966, il sortait la France donc de l'OTAN.
Tout à fait. On se rappelle. Tout à fait, bien sûr. Alors que Nicolas Sarkozy nous y a remis, etc. Ouais. Bon, enfin voilà, on connaît malheureusement l'histoire. Mais alors, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que le général de Gaulle a été le seul président non atlantiste de la France. C'est-à-dire qu'après son départ... Le seul. Après son départ, tous les présidents... Même Pompidou. Même Pompidou, puisque Pompidou, rappelez-vous, la loi 1973, qui a permis... avant cette loi de 1973, la France pouvait emprunter à la Banque de France quasiment à taux zéro. Oui. Et rappelez-vous, quand cette loi inique a été passée, promulguée, la France a commencé à emprunter de plus en plus à des taux d'intérêt de plus en plus forts. Et ça a été le début de la fin, je dirais. Donc le seul président non atlantiste, c'était de Gaulle. Général de Gaulle. Depuis droite et gauche confondues. Depuis droite et gauche confondues, ils ont tous été plus ou moins pro-américains, mais même François Mitterrand qui s'en défendait, il était quand même pro-atlantiste. Voilà, ils ont tous été tournés. Alors évidemment, le problème, c'est que depuis le départ de Jacques Chirac, on a eu donc le triumvirat, je qualifierais presque d'infernal, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, François Hollande, et pour arriver à Emmanuel Macron aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça a pris un tour de clé, vraiment, c'est-à-dire qu'on voit bien cette spirale descendante, parce que vous savez, le grand problème, c'est le pillage. Mais quand on parle de pillage, on a tendance peut-être à pas tout à fait cerner les tenants et les aboutissants. Et justement. C'est vrai qu'on l'explique dans notre livre, le pillage, ça se fait par de tout un tas de façons qui n'est pas forcément visible. Je fais référence ici au pillage industriel. Alors, parlons-en concrètement. Voilà. Donnez-nous des exemples. Vous dites le pillage. Pour vous dire, mais quel pillage, pourquoi, etc. C'est quoi? Donnez-nous des exemples, par exemple, depuis des décennies. Concrètement, par exemple, tous les cadres supérieurs des grandes sociétés du CAC 40, les données personnelles, donc intimes des cadres, des hauts cadres, partent directement chez Microsoft pour y être analysés, répertoriés, informés. Après, tout le côté pillage industriel, c'est-à-dire de la technologie, de notre technologie. N'oublions pas que la France a toujours été à la pointe de beaucoup de technologies. On se rappelle Alcatel. On TGV, tout Alcatel. TGV, Alstom, on va pas parler. Rappelez-vous le Concorde. Le Concorde, c'était une merveille technologique. C'était quand même le supersonique à l'époque, quand même, là, c'est loin déjà, qui ralliait quand même Paris-New York en 3 heures. Tout à fait. Mais bon, ça ne faisait pas l'affaire, effectivement, très certainement de Boeing ou de Washington, et donc le projet, donc c'est complètement écroulé. Alors aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu un bradage énorme de nos technologies. Bon, je ne vais pas revenir sur l'affaire Alstom, que tout le monde a en tête. Il y a eu Rhodia, Alcatel. Il y a eu plein d'exemples comme ça où malheureusement notre technologie a été vendue à l'encan. Et malheureusement... Oui, mais alors, Claude Janvier, justement, mais qui vend les bijoux de famille? Ce sont quand même les Français, enfin les gouvernements, les élites au pouvoir, etc. Oui. C'est pas, ils viennent pas piller, je veux dire, ils sont pas venus dans nos villes et nos campagnes égorgées. Bon. mais effectivement, comment ça se passe? Moi, ce qui m'intéresse, et vous en parlez très bien dans votre livre, c'est le mécanisme. Parce que cet abandon français, est-ce que c'est l'abandon de la France par certains Français? C'est quoi? C'est surtout l'abandon de la France par nos dirigeants. Par l'establishment, si je peux prononcer le mot anglais, français, qui est quand même, et quand je parlais de Nicolas Sarkozy, c'est à cette époque où ça a pris vraiment un tour de clé, qui nous entraîne de plus en plus vers le bas. Il faut comprendre que, par exemple, le PDG de BlackRock, Larry Fink, n'était jamais venu en France avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Depuis que M. Emmanuel Macron a été élu, Larry Fink a dû venir en France entre 15 et 20 fois avec son jet privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, c'est un des plus grands fonds de pension, des milliers de milliards de dollars. 10 000 milliards d'actifs. Vous savez, à l'époque où j'avais écrit mon livre Les Démasqués, où vous m'aviez gentiment interviewé d'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit que BlackRock gérait à peu près entre 8 et 9 000 milliards d'actifs, ce qui était énorme. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un an et demi de temps, à peine 2 ans, BlackRock a déjà augmenté de 1 000 milliards d'actifs sa capacité de gestion. Donc, mais j'ai
récemment, Édouard Philippe, pour ne pas le nommer, notre ancien Premier ministre, avec son ami Jean-François Cirelli, qui, je rappelle, est le patron de BlackRock France, vient de faire passer un projet comme quoi la retraite à points en France devrait être instaurée, retraite par capitalisation, et comme par magie, il y a le patron de BlackRock France derrière. Vous voyez, c'est là où on peut parler du pillage, parce que tout d'un coup, on a une ingérence étrangère de la plus haute, quand même, finance internationale. Oui, que BlackRock. En fait, voilà. si vous n'êtes pas contre la retraite par capitalisation, mais pas que ce soit possédé par BlackRock ou autre, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'ingérence d'une puissance étrangère chez nous. Vous savez, la France est un pays riche. Bon, elle l'est peut-être de moins en moins. Enfin, elle l'est encore. Elle l'est encore. Mais Bercy est le centre d'attention, bien entendu, de tout un tas d'ingérences éventuellement étrangères, notamment, malheureusement, des États-Unis, enfin de cette puissance économique et industrielle que représentent les États-Unis. Mais alors, Claude Janvier, c'est intéressant, mais que répondez-vous au tout sans jouer l'avocat du diable? D'ailleurs, il n'est pas question de diable, mais quand même, que répondez-vous aux gens qui disaient oui, mais regardez, si on n'avait pas des investisseurs étrangers aujourd'hui, nous serions dans un état de faillite totale, puisque, comme vous le savez, 52% des investissements sont étrangers, ne sont pas français aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on est dans une ère, on peut le regretter ou s'en réjouir, de mondialisation, en tout cas financière. Qu'est-ce qui fait que la France s'est rendue et comment? Vous parlez de 74, c'est vrai, c'est votre date 1974, le budget est en équilibre. Aujourd'hui, on sait de combien de milliers de milliards de dollars nous sommes endettés. Et justement, qu'est-ce qui a fait ça? Enfin, parce que faut voir ça sur fond de cette espèce de chute vertigineuse de tous les équilibres. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, l'euro. L'euro en soi est une monnaie, à l'Europe, d'accord, mais qui a été très vite une monnaie spéculative. Ce qu'il faut comprendre, vous savez, moi j'essaye toujours de faire le parallèle. J'appartiens à une génération où quand même j'ai fait ma vie avec les 3/4 en francs. Monsieur Berkoff, je pense que vous aussi. Et souvenez-vous, à l'époque du franc, avant que ça passe à l'euro, avec 1 million de francs, vous étiez considéré comme riche, rappelez-vous. Vous pouviez, avec 1 million de francs, acheter un petit château. Aujourd'hui, 1 million de francs, c'est quoi? C'est 150 000 euros, peu ou prou. Qu'est-ce que vous achetez avec 150 000 euros? Vous achetez éventuellement une chambre de bonne à Paris, et encore, ou vous achetez une petite maison Phoenix, et encore pas partout. Donc, on voit bien qu'il y a eu un appauvrissement voulu et progressif de par cette Europe. Mais cette Europe, je le rappelle, est quand même inféodée au dictat de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. On peut le prendre dans tous les sens que l'on veut. Et d'ailleurs, si on pousse l'analyse un peu plus loin, le Parlement européen est quand même dirigé aujourd'hui plus par des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple d'ailleurs, et d'ailleurs dont Madame Ursula von der Leyen et le scandale du Pfizer, des commandes de doses. On va en parler après cette petite pause. Et si vous voulez intervenir, 0826 300 300, 0826 300 300 pour poser des questions à Claude Janvier. Et on va inventorier justement cet empire européen. Et ce qui n'est pas le seul empire à ne pas se présenter sous les meilleurs auspices. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Jean-Louis Zambert et Claude Janvier pour l'abandon français aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Quelque chose ou plusieurs choses. On est en train d'en parler. Et puis de Claude Janvier, le nouvel empire européen, effectivement. D'ailleurs, votre couverture est très parlante. Le drapeau est en très mauvais état. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Ce drapeau européen, hein, je sais pas. Ursula von der Leyen va pas être contente du tout. Elle va pas aimer. Mais revenons à l'inventaire. Vous parliez du pillage des bijoux de famille. On peut en parler pendant des heures d'ailleurs, mais
Est-ce que la stratégie, comment ça se passe? C'est-à-dire que les cadres supérieurs, les élites qui sont soit à la tête de certaines grandes compagnies, soit à Bercy, soit effectivement dans les allées gouvernementales et les bureaux, etc., sont tous, on peut dire, formés au même moule. C'est un peu ça. Et oui, ils sont formés au même moule puisque tous les politiciens de notre pays déjà sont passés ou sont en train de passer par le fameux programme des Global Young Leaders, programme qui a été élaboré et créé par Klaus Schwab en 2004. 2004, oui, il y a déjà, plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Donc, alors c'est quoi expliquez-nous, parce que c'est important pour les gens, c'est quoi les Young Global Leaders, comment ils sont formés C'est un programme de formatage qui va dans un certain sens, c'est-à-dire dans le sens de cette fameuse économie globaliste mondiale financière. Et on voit bien... Il y a des études, il y a quoi? Enfin, il y a des cours, comment ça se passe? Non mais, concrètement. Ce sont des formations. Alors après formations, des cours, effectivement, là je peux pas en parler du cours vraiment, parce que je ne l'ai pas... Non mais je veux dire, ils participent à des séminaires, c'est un peu ça. C'est régulier, hein, c'est un programme de formation régulier. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que quand j'avais regardé la liste en France des politiciens qui sont passés par ce programme, on retrouve sans surprise M. Emmanuel Macron, M. Gabriel Attal, et j'ai même retrouvé Marlène Schiappa. J'ai dit tiens, même Marlène Schiappa est passée. Donc il y en a beaucoup, beaucoup de Français, enfin notamment, quasiment tous. Toute et la haute droite classe. Et gauche confondus. À droite et gauche confondus. Oui, c'est intéressant de rappeler ça. Oui, droite et gauche confondus. C'est rare aujourd'hui de trouver un politicien qui est échappé à ce programme de formatage. Le grand problème, c'est à ce point. Ouais. Ah oui. Mais le grand problème, vous savez, ça a été élaboré par Klaus Schwab. C'est pas ça n'a pas été juste élaboré comme ça. Ça a été élaboré pour suivre une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est de permettre à cette oligarchie financière mondiale, donc telle que BlackRock, Vanguard, de continuer à établir donc ses bases en Europe occidentale et j'allais dire de tirer de cette Europe sa substantifique moelle, parce que c'est cela le problème. Tant au niveau industriel que culturel d'ailleurs, que même social, parce qu'on regarde toute la dégénérescence en fait de notre pays, là je reviens à la France, mais quand vous regardez ce que la France était il y a à la fin, dans les années 50, rien que dans les arts par exemple, et d'ailleurs on en parle dans notre livre, justement. 1956, Jean Lursac qui nous fait des très belles tapisseries avec la colombe de la paix, et on en arrive, et on met l'exemple dans notre livre, on en arrive à 2001, un artiste entre guillemets qui s'appelle Claude Lévesque, vous savez, celui qui s'était procuré des gros pneus de tracteur, il les avait dorés à leur fin, et ça avait exposé ces pneus de tracteur des deux côtés de l'escalier monumental de l'Opéra Garnier. Donc déjà, on peut se dire, est-ce que des pneus de tracteur dorés à leur fin, est-ce de l'art? On peut poser la question. Mais ce qui nous avait interpellé avec Jean-Louis Zambert, c'est son autoportrait paru en 2001, et là je le cite, excusez-moi, pour l'expression, et le titre de son autoportrait c'est « Je suis une merde ». Donc, c'est quand même incroyable, si vous voulez. Dit par lui-même. Dit par lui-même, je n'invente rien. Alors on est donc passé de Jean Lursac ou d'autres artistes des époques 50-60 à effectivement ce genre d'artistes, je me demande même si je peux les qualifier d'artistes, mais c'est comme ça qu'on avait eu, vous savez, rappelez-vous l'espèce de phallus exposé, je sais plus, place place Vendôme, place Vendôme, le vagin de la reine là, à Versailles. Alice Capour, et ça on le cite dans notre livre, et on en est arrivé aussi, et tout ça, ce qui est grave, c'est que c'est subventionné. Bien sûr. Par le ministère de la Culture. Par nous. Et par nous. Voilà. Et là, on se dit, on a raté une marche, ou qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, dans notre livre, on parle aussi des WC, excusez-moi, de Marilène. Marilène, une artiste en Bourgogne, qui se fait subventionner par la FRAC. La FRAC, c'est le fonds régional pour les artistes en Bourgogne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette chère Marilène? Elle a fait une vidéo de son intérieur, et elle s'est appesantie sur ses toilettes. Alors, en disant, vous voyez la couche de rouille sur le rivet, là, en dessous... c'est de l'art. Et ça, c'est subventionné. Et ça, c'est subventionné par la FRAC. Et vous vous dites, non, eh bien si. Alors, et tout cela,
c'est quand même de la spéculation, parce que ça vient aussi, nous on l'a baptisé l'art contemporain. En fait, c'est pas de nous l'expression, c'est d'un humoriste. J'ai malheureusement zappé un peu son nom, mais je crois qu'on l'a cité dans notre livre, de l'art contemporain. Mais c'est directement issu quand même de cette culture américaine qui. Alors, je n'ai rien contre une certaine culture américaine, le rock, le jazz, je trouve ça très bien, et le blues. Mais il y a beaucoup d'autres côtés de la culture américaine où je vais pas être spécifiquement en accord. Mais alors, Claude Janvier, est-ce que, alors on va vous dire là, qu'est-ce qu'il est réactionnaire, qu'est-ce qu'il est ringard, qu'est-ce qu'il oublie l'avant-garde, c'est quoi? Non, je crois qu'on peut pas généraliser, parce que ce que vous citez, là, je suis d'accord avec vous complètement, mais il y a aussi des œuvres tout à fait remarquables qui ne passent pas par les toilettes et les bidets. Mais je voudrais revenir à ça. Vous dites, en fait, vous parlez de ça parce que vous dites, c'est-à-dire que cette espèce de mondialisme général, de la marchandise généralisée qui n'a plus rien à voir avec les quelconques valeurs, etc. C'est la marchandise, quoi. C'est la spéculation sur quelque chose qui n'est pas de l'art. Enfin, j'ai du mal à appeler ça de l'art. Mais, vous savez, au-delà de ça, plus grave aussi, si vous le permettez, j'ai encore en mémoire Myriam Cham, une artiste peintre suisse. Et ce qui m'a navré, c'est qu'elle est de ma génération. Je me suis dit quand même, celle que vous savez qui a peint ce tableau, qui a eu quand même, qui a provoqué un espèce de tollé, heureusement. Au musée de Tokyo. Voilà, au palais de Tokyo, et j'avais moi-même interpellé la directrice donc du palais de Tokyo. Je lui avais posé la question par mail. J'avais dit, mais attendez, vous cautionnez d'exposer une œuvre qui quand même ne devrait pas être exposée. Et elle m'avait fait cette il y avait dame, des un petit enfant dans le. Enfin, on va pas décrire cela, mais. C'était pour le moins, au nom de la liberté d'expression. Mais ça, est-ce que ce n'est pas, je veux bien, est-ce que ce n'est pas les mauvais arbustes qui cachent la forêt? Je voudrais revenir à cette forêt. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'au fond, ce que vous dites, d'ailleurs ce que vous dites, et c'est pas seulement dans ce livre, dans les autres livres, vous dites au fond, il y a eu une espèce de tentation d'imposition du mondialisme globalisé pour tout le monde. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas seulement en France. Mais on voit très bien qu'avec Claude Janvier, et ça devrait vous réjouir, que beaucoup de pays, de l'Argentine à même une partie des États-Unis, on voit bien, regardez avec le woke et les réactions sur le woke, etc. Les gens, quand même, il y a un retour de balancier, en tout cas un peu partout. Donc, il y a de quoi aussi se dire que c'est pas fini, quoi. C'est pas mort. Ah ben non. De toute façon, je pense que rien n'est écrit, c'est-à-dire que le futur n'est pas écrit, c'est-à-dire que tout peut changer. Et c'est vrai que depuis que Donald Trump est au pouvoir, alors on peut ne pas être d'accord avec lui sur de multiples points. En revanche, force est de constater, et là ça m'a réjoui effectivement, qu'il a mis quand même un grand coup de pied dans le financement de l'USAID. Et lequel financement de l'USAID, on s'est aperçu avec effroi que l'USAID finançait des ONG soi-disant, mais des ONG qui étaient plutôt plus des ONG, enfin, etc. Effectivement, Donald Trump a mis un coup de pied et continue à mettre un coup de pied dans toute cette ce lobby outrancier, woke et LGBTQ+. Et on voit bien que Donald Trump, il essaye de contrecarrer les plans, effectivement, du deep state américain, qui est quand même tenu de l'autre côté par, malheureusement, tout un aéropage de néoconservateurs et c'est pas facile, hein. Je voudrais pas être à sa place, parce que très honnêtement, les États-Unis, c'est quand même un pays de 370 millions d'habitants, c'est pas rien. Il y a à peu près 100 millions de pauvres aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Je pense que peut-être il y a des auditeurs qui pensent encore que les États-Unis c'est le rêve. Le rêve, moi j'y suis allé quelques fois aux États-Unis, j'avais jamais vu autant de gens qui tombent sur le trottoir. Et aux États-Unis aujourd'hui, il y a surtout avec l'histoire de la drogue, etc., etc. Absolument. On va en parler, mais surtout, moi je voudrais justement qu'on parle après cette petite pause de l'État profond. Qu'est-ce que c'est que l'État profond? Et je voudrais qu'on en parle en France. D'accord. Non pas pour citer tel ou tel nom, enfin on peut en citer, mais c'est pas le problème. C'est comment ça fonctionne. Parce que notre problème à nous,
il est d'ailleurs problème d'American Idol, comment on fait pour couper dans cet état profond, si on peut et comment? Puisque c'est aussi ça, l'abandon. Absolument. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un livre sulfureux écrit par deux Gaulois réfractaires. Et oui, il y en a encore. Je voulais pas mal de les entendre. Donc Jean-Louis Zambert et Claude Janvier, L'abandon français aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je vous le recommande. Et Le Nouvel Empire européen de Claude Janvier, ce que l'on vous cache, on va continuer à en parler. Mais je voudrais citer le dernier paragraphe de votre dernier chapitre, quand même. Il dit bien ce qu'il veut dire. Écoutez bien. Dans cette France où maman peut s'appeler Gabriel Mohamed, et où un couple homosexuel peut acheter un enfant en louant de ventre d'une femme, où des individus penchés sur leur nombril recherchent désespérément leur sexe, où les minorités sont érigées en exemple, tandis que les hétérosexuels qui roulent en voiture diesel et apprécient la bonne cuisine française traditionnelle deviennent presque des has-been. Vous n'avez plus de mode de vie, mais un lifestyle au planning surbooké, vraiment very hard. Un compte à la French Bank Postale, un autre sur Facebook, un autre sur WhatsApp, un autre sur Instagram ou X, et Just a Drive pour le lunch, pause, ou pourquoi pas un moment veggie avec votre date, coup de food assuré. Non sans rire, vous êtes encore français. Mais alors vous imaginez, mais enfin Claude Janvier, vous allez vous attirer. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Mais complètement has-been total, etc. Ça va pas. En un paragraphe, allez, vous démolissez tout le monde. Mais alors moi, il y a eu une phrase que je voudrais revenir, c'est le deep state, justement. Parce que on en parle beaucoup du deep state, on entend les gens... Pour vous, c'est quoi? Et pour parler de la France, hein, mais ça existe évidemment ailleurs, un peu partout. Mais comment définir ce deep state qui a, en fait, le pouvoir? Le deep state, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. En réalité... c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est, en général, la haute fonction publique et la haute sphère du privé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un état profond existe dans tous les pays. Je veux dire, je ne connais aucun pays où il n'y a pas d'état profond. Ça n'existe pas. En revanche, la grande différence, c'est... Est-ce qu'un état profond va dans le sens du bien-être du peuple? Voilà. Il faut un état profond, mais lequel? Voilà, lequel? Est-ce que c'est un état profond qui va aller contre les intérêts du peuple, ou est-ce qu'on a un état profond qui va aller dans le sens de l'intérêt, du bien-être du peuple ou des peuples, du bien commun? Et force est de constater qu'en ce qui concerne la France, puisque on peut revenir à la France, l'état profond français va de moins en moins dans le sens du bien-être du peuple français. Et il y a une collusion de plus en plus entre la haute sphère publique et la haute sphère privée. Et d'ailleurs, on passe de l'un à l'autre, hein, c'est les portes tournantes. Ils passent de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, quand un haut fonctionnaire d'État passe dans la sphère du privé, ça s'appelle du pantouflage. Et quand un haut dignitaire du secteur privé passe dans la haute fonction publique, ça s'appelle du rétro-pantouflage. Mais je peux peut-être citer un exemple pour que nos amis internautes saisissent bien qu'est-ce que cela veut dire. Par exemple, les sociétés d'autoroutes. Ouais. On se rappelle Dominique de Villepin ayant bradé ayant fait cadeau de nos sociétés autoroutières nationalisées à l'époque à des entreprises privées. Tout à fait. Oui. Donc comme ça, chacun le sait, elles sont toujours privées. Oui, les autoroutes sont aujourd'hui privées, toutes. Sans problème, ouais. Et ce qui nous a étonné avec mon ami Jean-Loup, c'est que par 3 fois, ces sociétés privées, ne pouvant soi-disant pas assurer les travaux de rénovation, déjà on se dit, tiens, c'est un peu étrange, vu quand même les millions d'euros qu'elles engrangent, parce que quand même, soyons clairs, et par 3 fois, ces sociétés privées ont demandé des plans de relance à l'État. Le dernier en date est financé par l'État, ça veut dire. Financé par l'État. Le dernier en date, d'ailleurs, n'est pas si ancien que ça, puisque ça date du gouvernement de Madame Elisabeth Borne. Ah oui, là, oui, d'accord. Par 3 fois, 3 plans de relance acceptés, et c'est inadmissible. Et à des milliards, c'est des milliards. Là, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est facilement trouvable sur Internet. Et là, il s'agit de milliards. Et donc,
comment on peut accepter que des sociétés privées aient recours à un plan de financement de l'État, du service public, et qui, en fait, c'est nous qui payons. Alors, si vous voulez, c'est double peine. Vous payez le péage quand vous passez à un péage, peu importe lequel, et en plus, une partie de votre argent sert à financer. Donc il y a eu travaux. 3 plans qui ont été acceptés et financés par l'État. Voilà. Donc par nous. Oui. Ça. Donc c'est un parfait exemple du pouvoir de l'État profond. Oui. Vous voyez ? Et c'est quand même très étonnant. Enfin moi quand on a découvert ça, quand on a commencé à puiser un peu et à aller jusqu'au bout de cette information, on s'est dit mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Voilà, ça c'est une collusion publique-privée qui ne devrait absolument pas avoir lieu et qui malheureusement a lieu. Et est-ce qu'il n'y a pas l'autre chose qu'on pourrait assez facilement faire? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui précise que quand vous avez travaillé tant dans le service public, vous ne pouvez pas immédiatement passer dans le privé? Non. On passe tout de suite. Il n'y a aucun problème. Apparemment pas. Et je ne parlerai pas de gens du ministère des Finances qui sont devenus avocats fiscalistes. Oui. Ça aussi, je crois qu'on ne citera pas de nom, mais... Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Et ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec une bonne gestion qu'un État profond devrait avoir envers le peuple de France. Et ça ne colle absolument pas. Alors, le problème, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à une justice de plus en plus, je dirais, inexistante et déliquescente. Je ne dis pas que tous les magistrats sont en cause. Non, bien sûr. Mais il faut quand même constater qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que l'état de droit aujourd'hui en France existe réellement? On peut se poser la question, parce que normalement, un état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est une indépendance des pouvoirs, une indépendance du législatif, une indépendance de l'exécutif et une indépendance du judiciaire. Aujourd'hui, est-ce que ces 3 pouvoirs sont indépendants? Telle est la question. Ne répondez pas tous à la fois. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et en fait, si nous voulions en France rétablir un état de droit, il faudrait que la justice, tout d'un coup, redevienne réellement indépendante, que les magistrats puissent être rémunérés de façon conséquente, de façon à pouvoir exercer une justice, je dirais, intègre, le plus près d'une intégrité et d'une éthique. Vous voyez ce que je veux dire. Claude Janvier, vous savez très bien le premier problème à régler, qui n'est pas simple, et encore une fois, effectivement, il ne s'agit pas de mettre ou les juges, ou les avocats, ou les magistrats, en tout cas dans le même sac, mais il faudrait qu'une partie magistrats ne doivent pas leur carrière et leur avancement de carrière au ministère de la Justice, dans le gouvernement. Absolument. Non, mais je veux dire, à partir du moment où vous avez ça, quel qu'on soit, vous, moi, etc., si on sait qu'on dépend de telle ou telle hiérarchie, voilà, ça règle le problème. Et c'est tout à fait cela. Mais vous avez d'autres exemples, par exemple, vous avez parlé des autoroutes. Intéressant, est-ce qu'il y a d'autres exemples, je ne sais pas, industriels ou autres, on voit un peu comment cet état profond fonctionne de façon... parce que vous parlez dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples. Mais même, par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est l'écologie, le poids de l'écologie dans la politique. Au nom, regardez les ZFE, c'est ça. On a créé les ZFE au nom de la non-pollution. Mais qu'est-ce qui fait que nos Young Global Leaders, pour ne parler que d'eux, comment se fait la hiérarchie des priorités et des préférences et au nom de quoi? On a l'impression que c'est pas du tout l'utilité, c'est l'idéologie, telle idéologie climatique ou autre, enfin. Je pense qu'il faut toujours chercher où va l'argent, à qui ça profite. En réalité, toutes les éoliennes qui sont installées en France, qu'elles soient terrestres ou malheureusement au large des côtes marines, à qui cela rapporte? Ça rapporte à des sociétés qui les installent. Après, est-ce que c'est utile d'avoir aujourd'hui en France un parc éolien aussi conséquent? La réponse est non, puisque de toute façon, nous avons une surproduction de courant aujourd'hui, ce qui n'a fait absolument pas baisser d'ailleurs les factures d'électricité. Mais chose encore plus incroyable, c'est-à-dire l'éolien, c'est une chose, mais je pense que pas beaucoup de gens sont vraiment au courant aujourd'hui qu'il y a à peu près 1500 usines de méthanisation en France. 1500 usines, à peu près. Et ces méthaniseurs, de plus en plus, là où il y a un problème, c'est que les agriculteurs sont incités à planter
des céréales, mais qui ne seront pas consommables par l'homme, style colza, etc., de façon à alimenter uniquement ces méthaniseurs pour produire du biogaz. Donc vous voyez un peu... Les agriculteurs travaillent pour le biogaz. Enfin, de plus en plus. Et c'est subventionné par l'État. Donc déjà, on se dit, c'est quand même étrange. En plus, ces méthaniseurs produisent très peu de biogaz. En revanche, il y a à peu près entre 80% et 90% de rejets, enfin de résidus, qui pompeusement sont appelés digesta, mais et ça sert à quoi, ces résidus ? Ce résidu sert à rien, puisque en fait, ce sont les déchets générés par les usines de méthanisation, mais c'est bourré d'ammoniac et c'est bourré de nitrate. Ce qui fait qu'après, c'est épandu dans les champs, ça fait mourir les vers de terre. Alors, on est dans une aberration quelque part, c'est-à-dire que on nous vend des usines de méthanisation censées produire du biogaz. Moi, je vois des fois des bus qui fonctionnent. Je fonctionne au biogaz. Mais d'un autre côté, ce biogaz est produit par des usines qui, avec leurs résidus, polluent encore plus et incitent et l'État incite des agriculteurs à ne plus produire des plantes nourricières, mais à produire des plantes qui vont aller juste alimenter les usines de méthanisation. Donc, on marche sur la tête. Et alors que nous avons un parc quand même de centrales nucléaires en France qui produisent du courant suffisamment, donc pourquoi tout d'un coup s'ingénier à vouloir absolument nous bombarder entre guillemets d'énergie soi-disant renouvelable. C'est comme je me suis promené en France il n'y a pas si longtemps. Tout d'un coup, l'autoroute entre Paris-Lyon, tout d'un coup, j'ai vu des champs entiers de panneaux solaires. Je me dis, mais il y a eu une déforestation. C'est-à-dire, ils ont coupé les arbres pour établir un champ de panneaux solaires. Il faudra m'expliquer. Alors, on peut être contre le nucléaire, on peut me dire, oui, mais attendez, vous êtes gentil, Janvier, mais... Claude Janvier, vous êtes gentil, mais les usines, enfin les centrales nucléaires, ça peut effet. Il y a des résidus. Oui, plus maintenant, puisque maintenant, normalement, tout le problème des résidus radioactifs a été plus ou moins réglé. Sont réglés avec la nouvelle génération de centrales nucléaires. C'était vrai. Ce problème des résidus radioactifs était vrai il y a à peu près 30 ou 40 ans. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc pourquoi les écologistes ne vont pas dans ce sens-là, de rester et de pousser pour produire une énergie nucléaire propre. C'est faisable aujourd'hui avec les moyens techniques. Ils ne le font pas. Donc, il faut toujours chercher où va l'argent, à qui ça profite. C'est toujours le même problème. Follow the money, c'est intéressant parce que c'est ça, follow the money. L'Allemagne qui a fermé sa dernière centrale nucléaire nous inonde des centrales à charbon qui, comme chacun sait, passent quand même la frontière, hélas. Oui, c'est pas comme je sais plus qui l'avait déclaré de Tchernobyl. Rassurez-vous, les radiations vont être stoppées à la frontière. Ce que vous dites un peu, et on revient à ça, c'est qu'il y a quand même au-delà de la France ou l'Amérique et autres, il y a quand même une absurdité hallucinante qui ne peut se comprendre par le conflit d'intérêts, quoi. C'est l'argent. Ce n'est malheureusement que ça. C'est la cupidité. Et moi, ce qui me désole, c'est que la cupidité mène le monde, en fait. On se rend compte que, au détriment de la santé de tout un chacun, on arrive à des plans qui ne vont pas du tout dans le sens d'améliorer quoi que ce soit au niveau de la société et des peuples. Mais vous voyez, on nous a vendu l'Europe. Alors, c'est pas en soi que je trouve que la coopération avec les pays européens est une mauvaise chose. Au contraire, c'est très bien de coopérer avec ses voisins. Mais là où ça ne va plus, c'est quand cette coopération n'en est plus une, c'est-à-dire elle a été noyautée par de la spéculation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Bruxelles, en tant que capitale politique, est tout à fait sous le joug états-unien et sous le joug de cette oligarchie financière mondiale. Parler justement du nouvel empire européen après cette petite pause avec vous, Claude Janvier, ce qu'on vous cache, et c'est très intéressant cet opuscule. Ces États. Le nouvel empire européen. Je voudrais pour cette fin d'émission que l'on parle de ce court texte mais très dense de Claude Janvier, ce qu'on vous cache. Et je rappelle encore une fois la couverture. Vous voyez, c'est pas, je sais pas, ça va pas plaire à Ursula von der Leyen. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce... Enfin, c'était pour montrer, désigner quoi, Claude Janvier ? C'est montrer ce vers quoi ils veulent, et quand je dis ils, c'est-à-dire M. Emmanuel Macron, M. Keir Starmer, M.
Monsieur Friedrich Merz, Madame Ursula von der Leyen et récemment le petit dernier Donald Tusk, le Polonais, vers ce sur quoi ils veulent nous emmener, c'est-à-dire de plus en plus vers un État fédéral européen, c'est-à-dire un espèce de mélange donc de tous les pays, avec ayant de plus en plus une consistance diluée, mais avec un budget pharaonique d'armement, puisque quand même Ursula von der Leyen avait quand même déclaré 800 milliards donc de budget pour réarmer l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'essaye de tenir une chronologie de tout ce qui se passe au niveau européen. Oui. Et par exemple, ce que j'ai relaté très, très vite dans mon fascicule, c'est le 20 mars 2025, il y a eu la création de SAFE, Security Action for Europe. Et dixit les dirigeants européens, cette espèce de groupement va dans le sens de l'innovation militaire, donc d'engranger de plus en plus des fonds pour réarmer l'Europe, etc. Ah oui, c'est vraiment militaire, c'est l'armement, c'est la défense. C'est vraiment que ça. D'accord. Et le 30 mai, donc ça vient récemment, il y a une création... Le 30 mai dernier, là, il y a 3 semaines, même pas, 15 jours. Oui, c'est ça. Oui. Il y a la création d'une banque de défense européenne, et tenez-vous bien, créée et initiée par le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe, quand même, comme on le sait, normalement. Une banque européenne de défense. Une banque européenne de défense, créée par le Royaume-Uni, auquel tous les pays de l'UE ont adhéré, bien évidemment, au capital quand même initial de départ de 100 milliards de livres sterling. Quand même. Pas mal, oui. Qui n'est quand même pas rien. Donc en réalité... ils veulent nous emmener vers cet État fédéral où malheureusement un maximum d'argent va aller pour la défense et l'armement, mais on se demande bien contre qui s'armer pour défendre. Contre qui ? Contre la Russie, bien sûr. Oui, contre la Russie, mais de toute façon, on ne sera pas de taille de lutter contre la Russie. Si vraiment la Russie voulait, je pense qu'on est de toute façon pas de taille. Mais le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas un seul euro pour aller rehausser notre système de santé publique qui malheureusement part à volo, et c'est dramatique. Il n'y a toujours pas un euro pour augmenter nos retraites, et toujours pas un euro pour augmenter en France le salaire moyen. Mais en revanche, moi ce qui m'étonne et ce que j'ai voulu montrer aussi avec ce manuel, c'est que cette idéologie nazie que l'on croyait, moi quand j'étais gamin, on m'a toujours enseigné, elle a disparu en 1945, et je trouvais ça très bien. Et en réalité, malheureusement, force est de constater que depuis 1945, cette idéologie nazie que l'on croyait disparue, n'a jamais disparu. Elle a même été protégée, elle a même été consciencieusement, même presque je dirais, cultivée par certains, et jusqu'à la retrouver en Ukraine aujourd'hui, et c'est quand même pas une vue de l'esprit, quand on regarde des photos des bataillons Azov ou des bataillons Bravi-Sector, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est vrai, mais Claude Janvier, on va vous dire, attendez, est-ce que vous n'amalgamez pas, est-ce qu'on peut vous dire que Zelensky, et souverainement Zelensky, ce ne sont pas des nazis, ils n'ont pas cette idéologie-là. Même si il y a effectivement Bandera et Azov qui posent problème. Bandera, voilà, vous avez raison de le souligner. Il y a quand même toujours le héros national ukrainien, c'est Stéphane Bandera. Il a toujours sa rue à Kiev, il a toujours sa statue. Pour rappeler qui était Stéphane Bandera, c'est quand même quelqu'un qui collaborait avec le Troisième Reich, qui a tué des Juifs, qui a exterminé aussi d'autres personnes. Donc on se dit, mais pourquoi cette idéologie nazie est toujours... Et moi, ce qui m'épate, c'est que personne n'en parle. Que cette idéologie néo-nazie a perduré depuis 1945. Mais ce qui m'épate encore plus de ce que vous dites, parce que ça a été voté, cette banque de défense, etc., c'est en action. C'est en action. C'est ça. C'est en action. Ça, déjà, très peu de gens en parlent. On ne sait pas, cette banque de défense que vous avez dit il y a 3 semaines, qui en a parlé. Qui en a parlé? Très peu de gens, effectivement, parce que vous savez, le problème des informations, c'est que les informations, ça s'empile. Vous connaissez ça encore mieux que moi, puisque vous êtes plus au cœur encore de l'actualité que moi. Et il est vrai qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'informations et tellement d'actualités que malheureusement, il y a des choses qui passent inaperçues. Donc, si je veux résumer et conclure ce que vous dites, c'est que l'Europe actuellement travaille beaucoup plus à la défense et aux militaires qu'à ses propres infrastructures, qu'elles soient économiques, financières, santé et autres. C'est un grand malheur. Vous savez, on nous a dit en Europe, on fait l'Europe et vous verrez, il y aura moins de pauvres.
Je rappelle un chiffre très vite qui est vérifiable sur Internet. 1996, en Europe, 26 millions de pauvres à peu près. Aujourd'hui, 2025, on en est à plus de 120 millions de pauvres en Europe occidentale. Donc, on nous a vendu une Europe de la paix avec moins de paupérisation, et force est de constater que malheureusement, nous n'y sommes pas. Merci Claude Janvier, le nouvel empire européen à lire, et puis l'abandon français. Tout ça est à lire. Et oui, les lanceurs d'alerte, on en a besoin, même s'ils font Cassandre. Merci à vous.